Bonsoir à tous, bonsoir à tous les parents connectés ce soir. Nous sommes ravis de vous retrouver une nouvelle fois dans ce format webinaire. Vous êtes toujours aussi nombreux à vous connecter, ce qui nous encourage encore une fois à vous offrir ce service. Pour ceux qui ont suivi le premier webinaire, on se retrouve à peu près, on va dire, 2 petits mois après le lancement de ce webinaire et la plateforme qui s'est ouverte, bien sûr, depuis le 20 janvier. Pour les nouveaux venus à ce séminaire ce soir, au nom du Bureau national de l'appel que j'ai le plaisir de représenter en ma qualité de responsable des services ICF, je vous souhaite donc la bienvenue à ce webinaire Parcoursup numéro 2, parents accompagner la démarche Parcoursup. Un grand merci d'ores et déjà à M. Jérôme Teillard, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, chef de projet réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Et pour nous, Monsieur Parcoursup, entre guillemets, que vous connaissez bien pour certains d'entre vous, puisqu'il a déjà animé nos webinaires et qu'il a participé à l'opération Excellence Pro. L'objectif de cette soirée, ce soir, c'est de vous donner un pas à pas de Parcoursup pour la période, on va dire, qui va du 20 janvier au 7 avril, c'est-à-dire depuis l'ouverture jusqu'à la confirmation des vœux. Il s'agit pour vous, parents, de repérer les grandes étapes de Parcoursup, de repérer les dates clés, d'accompagner cette démarche avec vos jeunes. Bien sûr, notre fil rouge ce soir sera d'abord de vous rassurer, encore une nouvelle fois, mais aussi d'accompagner les services ICF qui sont connectés ce soir à cette visioconférence pour permettre d'aider les familles. Il est important pour nous de rappeler et d'insister sur le rôle de nos services ICF qui sont là pour accompagner familles et jeunes, notamment donc en organisant des ateliers divers et variés, mais aussi en vous rappelant que ces services ICF sont des services gratuits qui ont pour mission d'accompagner les familles en matière d'orientation et d'école inclusive. Ces services sont disponibles, je rappelle, dans tous les appels départementaux et académiques et depuis peu à travers les correspondants ICF dans les appels d'établissement. Ils organisent des activités de sensibilisation, des réflexions éducatives, notamment autour de l'accompagnement des adolescents sur des sujets divers et variés comme les addictions, l'usage des réseaux sociaux, les écrans. Je remercie par ailleurs les élus ICF qui sont connectés ce soir avec moi et qui ont accompagné la réalisation de ce webinaire, Christian Josse, Hélène Lobinia, bien sûr, mais aussi Hélène Bigot qui sera donc avec nous pour poser des questions. Alors, je ne vous cache pas, elle est tout près de moi. Je ne voudrais pas le dire, mais elle est tout près de moi. Je suis vraiment contente que ce soir, elle ait pu se connecter. Elle est en charge de la commission Bac-5, Bac+5 et c'est elle qui va donc animer avec Jérôme Teillard ce webinaire. Donc, l'appel a choisi d'organiser des webinaires en 3 temps autour de Parcoursup parce que, vous le savez, il y a plusieurs temps d'accompagnement des élèves sur cette démarche et aussi ça vient compléter ce que les élèves vivent, en tout cas dans le temps scolaire, puisqu'il y a de l'accompagnement à l'orientation qui est prévu par là. Je vous rappelle les principes de ce webinaire, ce temps d'échange dédié à tous les parents. Bien sûr, on prendra en compte ce soir la question des jeunes, même en situation de handicap. Il y aura beaucoup de questions, un chat est ouvert. Nous ferons en sorte de répondre au maximum de questions, mais comme toujours, vous le verrez, peut-être que certains ne trouveront pas de réponse ce soir, mais il y a un chat Parcoursup à votre disposition. Le lien de la soirée sera communiqué plus tard pour un replay et je vais céder la place à Gilles de Marquet, que j'ai le plaisir d'accueillir, le président national de l'appel. Gilles, c'est à toi. Bonsoir Catherine, bonsoir à toutes et à tous. Ce webinaire qui est le second d'une série rentre complètement dans cette logique d'accompagnement de vous parents pour vous aider à remplir votre mission de premiers éducateurs de vos enfants. Et je remercie Catherine et Services Information et Conseil aux familles de l'appel national de l'avoir organisé. Il complète, comme elle l'a dit, bien évidemment, tout ce qui peut se faire dans l'établissement de vos enfants. Et puis, je remercie aussi, bien évidemment, M. Teillard pour sa présence parmi nous aujourd'hui. La collaboration entre les équipes du ministère de l'Enseignement supérieur et celle de l'appel pour pouvoir mieux accompagner et informer tous les parents est très importante. Merci à vous tous vous êtes connectés ce soir. Vous êtes venus encore très nombreux, plusieurs centaines, ce qui montre bien que le sujet vous est extrêmement important. Comme vous le savez, l'appel a fortement poussé pour un maintien des épreuves de spécialité en mars afin d'avoir de la stabilité et que les notes de nos jeunes puissent compter pour Parcoursup.
Nous regrettons de ne pas avoir été suivis dans cette position. Et ce seront de nouveau les notes de contrôle continu qui seront prises en compte cette année, alors qu'il est vrai que nous étions quand même dans l'espérance d'une session du bac qui soit la plus normale possible comparée aux 2 précédentes. Avant de laisser de la parole à Jérôme Teilhard, je voudrais insister sur l'importance de notre position de parents en tant qu'accompagnants du processus Parcoursup de nos enfants. Il me semble important que nous les accompagnions du mieux possible et surtout sans stress. Notre rôle de parent, il est vraiment d'accompagner notre jeune dans son cheminement, de l'aider dans ses choix, dans les choix qu'il va faire sur Parcoursup, et non de le faire à sa place ou de décider pour lui. On le sait, chaque jeune est unique et il faut l'aider à grandir et à trouver son propre chemin sans forcément être influencé par nos propres représentations. Vous savez bien aussi qu'il existe beaucoup de chemins possibles pour un futur parcours d'étudiant, pour réussir sa vie. Et nous savons aussi que nos jeunes feront pour beaucoup plusieurs métiers complètement différents dans la vie professionnelle et que rien n'est figé. Alors sans plus tarder, je donne la parole à Jérôme Teilhard avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous pour ces éléments d'introduction et ravi de vous retrouver toutes et tous pour cheminer dans Parcoursup. On va rentrer tout de suite dans le concret de manière à vous éclairer et puis les questions viendront et évidemment j'y répondrai au fil de l'eau comme nous le faisons d'habitude. Alors, premier élément peut-être, un petit retour sur quelques engagements qui sont ceux de Parcoursup, quelques principes généraux pour vous guider. Premier élément, c'est l'exhaustivité que nous vous garantissons sur Parcoursup. Ce sont plus de 19 500 formations qui sont disponibles, dont certaines formations en apprentissage, et avec 2 éléments importants. Les formations qui sont sur Parcoursup sont des formations qui ont fait l'objet d'un contrôle par l'État. Il peut y avoir d'autres formations qui ne sont pas sur Parcoursup, mais ça veut dire qu'elles ne font pas l'objet d'un contrôle par l'État. Notre objectif, c'est vous garantir la qualité. Le deuxième objectif, à travers l'exhaustivité, c'est permettre à vos enfants de découvrir des formations peut-être qu'ils ne connaissent pas. Permettre aussi de comparer, de vous repérer et de faire vos choix. Deuxième élément, et je crois qu'il est important aussi pour vous rassurer, c'est les éléments de simplicité. Parcoursup, c'est un seul calendrier, c'est un seul dossier à constituer, et je crois que c'est pour vous tous, parents, qui avez comme moi fait votre parcours vers l'enseignement supérieur sans doute, vous savez à quelle facilité ça peut être de ne faire qu'un seul dossier à travers un seul outil. Troisième élément, c'est important, la liberté de choix, c'est-à-dire que vos enfants n'ont pas à hiérarchiser les vœux au moment où ils les formulent, là, dans la période dans laquelle nous sommes. C'est vos enfants qui font leur choix en fonction de ce qui les intéresse et ça n'est pas Parcoursup non plus qui choisit pour votre enfant quelle formation il va suivre l'an prochain. C'est bien votre enfant qui décide en fonction des propositions qu'il reçoit, c'est bien lui qui a toujours le dernier mot. Si on passe sur la slide suivante, 3 autres éléments qui me semblent importants. La transparence qu'on essaye chaque année d'améliorer encore et toujours pour mieux vous éclairer. Vous pouvez retrouver sur Parcoursup les critères d'examen sur chaque fiche de formation et toutes les fiches sont construites de la même manière. Elles sont homogènes précisément pour vous aider dans les comparaisons que vous allez pouvoir faire. L'accompagnement personnalisé tout au long de la procédure, vous n'êtes pas seul face à un choix, votre enfant n'est pas seul face à un choix, il est aidé au stade de son lycée, il est aidé aussi par des organisations qui vous aident comme l'appel aujourd'hui, et puis par la plateforme Parcoursup, avec beaucoup d'outils dont j'en parlerai au fil de l'eau, pour vous aider avec des petites vidéos, des tutos, des éléments de fiches qui vous permettent de vous approprier progressivement la procédure, et nous aidons l'ensemble des lycéens. Nous les aidons. Certains n'auront peut-être pas de proposition, nous sommes là pour les aider, donc ils ne sont pas seuls. Et mon premier conseil, dans la série de celles que je donnerai ce soir, c'est ne jamais rester seul avec sa question sans oser la poser. Il y a plusieurs vecteurs qui doivent nous permettre de vous apporter des réponses. Et puis, dernier élément, la prise en compte du profil pour l'égalité des chances, c'est un point important. Ce sont tous les profils que nous prenons en compte et avec des priorisations aussi qui sont faites pour des lycéens qui sont boursiers, pour des lycéens qui sont bacheliers professionnels, pour des lycéens bacheliers technologiques. À travers la personnalisation des parcours, on y reviendra. Voilà, il y a aussi cette logique-là, s'adapter à la réalité de ce que sont les lycéens.
Alors, si on rentre dans le concret, le calendrier, je le donne pour avoir la vision globale et ensuite on va se concentrer sur la période qui nous intéresse. Les points 2 et 3, donc on est dans cette phase 20 janvier jusqu'au 7 avril, je formule des vœux, je confirme mon dossier et puis on aura une dernière phase, la phase 3 qui démarrera le 2 juin jusqu'au 15 juillet, mais nous aurons l'occasion de refaire un webinaire ensemble de manière à pouvoir évoquer dans le détail cette dernière partie. Là, rentrons dans le détail de ce que représente ce calendrier-là, 20 janvier, 29 mars, 7 avril. Finalement, au cours de cette période, c'est ça où l'élève, le lycéen, votre enfant, formule ses vœux, prend le temps aussi, parce qu'on est aujourd'hui le 3 février, si je ne me trompe pas, donc ça veut dire qu'on a encore le temps jusqu'au 29 mars, et ce temps, il est important parce que c'est celui de la réflexion. Il faut le prendre de manière à investiguer, à profiter des opportunités comme là ce soir, mais comme d'autres aussi, et puis profiter aussi des journées portes ouvertes. Je le redis, sur chaque fiche de formation Parcoursup qui vous intéresse, vous retrouvez les dates des journées portes ouvertes pour vous renseigner directement auprès des professionnels. Alors, si on passe à la slide suivante, quelques petits éléments qui peuvent être intéressants pour vous. L'accompagnement, il est bien votre professeur principal, le psychologue de l'éducation nationale dans votre lycée, dans votre établissement. Et puis, vous avez les échanges avec ces responsables de formation étudiants. Toutes leurs coordonnées sont sur les fiches de formation Parcoursup. Vous avez même des ambassadeurs étudiants qui sont des étudiants qui ont fait la formation et qui peuvent être en interaction avec votre enfant. Et puis, nous mettons en place des lives sur Parcoursup, des chats. Il y en avait un hier, c'était sur les études de santé. Il y en avait même 2 hier. Études de santé, faire des vœux dans les buts, les bachelors universitaires de technologie. Voilà, on essaye de multiplier les occasions d'échanger et de vous apporter des informations. Et vous retrouvez tout le programme des lives de Parcoursup. Il est sur le site Parcoursup. Il n'y a pas besoin de mot de passe ou de filtre de connexion, vous y accédez très directement. Alors, première étape sur Parcoursup, c'est s'inscrire. Alors, là aussi, je vous rassure, c'est simple. J'ai regardé ce matin, j'avais déjà 385 000 candidats qui se sont inscrits et qui avaient commencé à faire des vœux. Donc, vous voyez, ça veut dire que ça fonctionne. Vous pouvez le faire de manière assez tranquille. Peut-être 3 éléments à retenir. 1, pour votre enfant, c'est d'avoir une adresse mail valide, celle qui consulte régulièrement. Je vous le dis parce que des fois, j'ai eu la question, pas l'adresse du lycée, l'adresse de mail avec lequel vous échangez vous-même, j'allais dire dans un cadre privé. C'est ça qui m'intéresse pour que moi, je sois en interaction avec lui et qu'il puisse avoir cette adresse et consulter. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'identifiant national élève. C'est pas très compliqué. Cet identifiant, vous le retrouvez sur les bulletins scolaires, sur le relevé de notes des épreuves de bac de français. Et puis, on peut avoir des oublis dans certaines situations. Vous demandez à la scolarité de votre établissement, votre lycée, il vous donnera cet INE qui permet ensuite de se connecter. Un élément important, et les collègues de l'appel savent que je le redis dès que je peux, je vous incite tous en tant que parents à vous inscrire. Au moment où votre enfant fait son dossier, vous pouvez vous-même inscrire vos coordonnées de mail et de portable. Pourquoi ? 1, moi je vous garantis que je ne l'utilise pas à tort et à travers, c'est une information que je conserve. Deuxième chose, ça veut dire qu'à chaque fois que moi j'aurai une interaction avec votre enfant, un message pour rappeler des échéances, un message pour apporter une information sur une proposition qui est arrivée, un message sur un délai à respecter, eh bien, à chaque fois que je lui écrirai, je vous écrirai en même temps. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment un élément de sécurisation, de tranquillisation, parce que ça veut dire que vous ne ratez aucune information. Ça veut dire que quand votre enfant reçoit une alerte ou autre, ben vous êtes vous-même au courant. Et je crois que ça rassure beaucoup. Moi, ça me rassure aussi, je vous le dis, parce que ça a beaucoup diminué les erreurs d'interprétation ou les réclamations qui m'étaient faites en disant « mon fils a tout bien fait ce qu'il fallait ». La réalité, c'était que ce n'était pas exactement le cas, et ça arrive, hein, je ne jette pas la pierre. Mais voilà, plus vous êtes sécurisé, c'est vous qui pourrez mettre un post-it sur le frigo, sur la porte d'entrée, où vous voulez, pour rappeler qu'il y a une échéance à respecter. Si je rentre donc finalement dans l'étape dans laquelle nous sommes, vous êtes tous dans la démarche de rechercher une formation. Rechercher une formation, vous voyez ça, c'est le moteur de recherche de Parcoursup que l'on voit avec une carte d'Europe.
avec des éléments pour rechercher les formations et pour créer des filtres, vous pourrez, à travers ce moteur de recherche, retrouver toutes les formations qui sont celles de Parcoursup. Et là, encore une fois, une petite vidéo est mise sur le site parcoursup.fr, comment rechercher une formation qui vous donne dans le détail toute la procédure par laquelle vous allez pouvoir trouver ces formations qui intéressent votre enfant. Alors, si je rentre, mais quelles sont celles, ces formations? Si on regarde sur les 19 500 formations que j'ai évoquées, eh bien, on a deux types de formations. On a ce qu'on appelle des formations non sélectives, formations à l'université, il y en a de trois types, ce sont les licences, ce sont les parcours préparatoires au professorat des écoles qui sont nouveaux, il y en a une cinquantaine proposés sur la plateforme, et puis ce sont les parcours d'études, d'accès aux études de santé, les PASS, voilà. Ce sont des formations dites non sélectives. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'elles accueillent évidemment dans la limite de la capacité d'accueil, mais je donne un exemple très concret. Il y a 100 places d'aide formation, si elle avait 80 candidats, elle doit accueillir absolument ces 80 candidats. Évidemment, si elle a 500 candidats, elle classera ces candidats pour déterminer ceux qui sont le plus à même de rentrer et de réussir dans cette formation. Mais son obligation, c'est de les accueillir dans la limite des capacités. Et puis, on a les formations qu'on appelle sélectives, que vous connaissez sans doute, classe préparatoire, BTS, bachelor universitaire de technologie, institut de formation en soins infirmiers, métiers de la culture, institut d'études politiques, elles sont souvent très nombreuses, ces formations sélectives. Là, le principe, c'est que c'est bien une sélection. Ça veut dire, si je reprends mon exemple, s'il y a 100 places et qu'il y a 80 candidats, ben peut-être que tous ne rentreraient pas parce que la formation a estimé que certains nombres d'entre eux n'a pas les capacités pour réussir dans cette formation. Voilà la distinction. Et je le redis, cette information-là, elle sera portée sur le site Parcoursup. Vous saurez toujours si vous avez affaire à une formation sélective ou non sélective. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur la fiche. Et nous avons fait en sorte que cette information, elle soit toujours homogène pour vous y retrouver. J'insiste sur certaines. Le statut de l'établissement, public, privé, privé sous contrat, qui vous permet aussi de vous donner une forme d'information qui peut vous être utile. Quelle est la nature de la formation? Quels sont les frais de scolarité? Quels sont les débouchés professionnels et possibilités de poursuite d'études? Ce sont des informations qui vous intéressent et que nous vous portons à votre connaissance. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, quelques formations ne sont pas sur Parcoursup. À ce moment-là, il faut prendre contact directement avec ces établissements. Alors, si je donne sur la slide suivante un petit aperçu pour rentrer une page d'un peu plus près de ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'écran du jeune homme qui était en photo. Voilà, ça c'est le moteur de recherche de Parcoursup. Vous avez tous les points rouges là qui sont les constitutifs des formations. Et puis vous avez cette partie qui est à gauche avec une barre de recherche dans laquelle vous pouvez mettre des mots-clés qui vous intéressent. Et puis des filtres. Par exemple, je suis intéressé uniquement par les formations en apprentissage. Je ne suis intéressé que par les formations publiques. Je ne suis intéressé que par les formations à distance, pour certains. Vous y retrouverez aussi, à chaque fois qu'une formation s'affiche, le nombre de places qui sont prévues pour l'année 2022, le taux d'accès en 2021. Je prends un petit peu de temps pour expliquer ce que veut dire le taux d'accès. Le taux d'accès, c'est est-ce que c'est une formation très demandée ou moyennement demandée ou peu demandée? C'est une information, je sais dans les questions que vous avez fait remonter à l'appel, certains ont déjà observé cet indicateur. Il est intéressant, il doit vous aider finalement à positionner et à vous dire est-ce que c'est une formation sur laquelle je vais avoir beaucoup de candidats en même temps, mais ce n'est pas une information qui est là pour vous dissuader de candidater. Je pense que sur Parcoursup, vous avez suffisamment de vœux, on y reviendra, pour avoir la liberté de candidater et puis aussi oser candidater, même y compris s'il y a beaucoup parfois de candidats. Vous retrouvez le pourcentage de candidats en fonction du baccalauréat, bac général, bac professionnel, bac technologique, et puis des suggestions de formations similaires pour élargir les choix. C'est un élément important parce que moi je le constate, parfois les lycéens ont une vision un peu tronquée de la réalité. Ils imaginent qu'il n'y a qu'une seule formation pour aller vers un environnement professionnel. Ces formations similaires, elles vous donnent l'occasion peut-être de découvrir d'autres formations qui sont proches, qui permettent d'aller vers le même type de métier. Et je crois qu'à un moment où vous vous interrogez avec votre enfant, c'est l'occasion aussi de découvrir peut-être des voies de formation proches qui peut l'intéresser. Si on passe à la page suivante, qu'est-ce que vous retrouvez sur chaque fiche de formation? Une présentation synthétique
de l'établissement et du contenu des enseignements aussi sur cette formation, les connaissances et compétences qui sont attendues par les formations. Ça veut dire, voilà, qu'est-ce qui est nécessaire pour réussir dans ces formations. Vous y retrouvez des critères qui sont ceux par lesquels l'examen des dossiers va se faire, et avec des critères qui sont des résultats académiques, qui sont du savoir-être, qui sont la motivation. Et pour chacun de ces critères, vous retrouvez eh bien, l'indication du degré d'importance. Est-ce que c'est un critère essentiel pour la formation? Est-ce que c'est très important? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est complémentaire ou secondaire? Voilà, ces informations, vous les avez. Là aussi, ça vous aide à mieux comprendre comment les formations vont examiner les dossiers et ce qui est important pour elles. Vous y retrouvez les débauchés, les contacts des référents de la formation, notamment, je le dis parce que ça peut être le cas pour certains, il y a un référent handicap qui doit être un interlocuteur qui vous aide aussi à appréhender est-ce que cette formation va être accessible pour le handicap dont souffre mon enfant. Voilà, moi j'insiste vraiment sur ce contact et je le dis, on vient de faire la semaine dernière, vous la retrouvez sur le site Parcoursup, une vidéo sur l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. J'en parle parce qu'elle est très importante. On l'a fait avec des associations de parents d'enfants en situation de handicap. N'hésitez pas à la consulter, ça peut aider. On y retrouve aussi donc date de journée porte ouverte et puis les chiffres clés qui sont les résultats de l'admission sur l'année précédente. Avant de rentrer dans le détail, allez-y, vous avez quelques questions déjà. Oui, bien sûr, vous pensez bien que nous avons toujours beaucoup de questions quand vous intervenez sur ces sujets-là. On va refaire peut-être un point un peu plus important sur le handicap. Pour vraiment, on a des questions sur est-ce qu'il faut que je mette ce handicap, est-ce qu'il ne faut pas que je le mette, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois le dire, est-ce que finalement il va être moins bien traité que les autres parce qu'il a ce handicap. Et avant toute chose, je voulais qu'on précise parce qu'on a beaucoup de questions de parents qui ont des enfants qui ne sont pas encore en terminale et qui nous disent mais est-ce que du coup on peut s'inscrire, machin, etc. Donc simplement leur préciser que bien évidemment le Parcoursup est disponible pour regarder, pour pouvoir suivre ces formations, mais vraiment on a quelques questions également sur ce sujet. Et puis on va déjà passer ça, puis j'en aurai quelques autres après. On vous écoute. Très bien. Alors, je vais prendre un petit peu dans l'ordre. Oui, le site Parcoursup, il est ouvert toute l'année. Il est gratuit, vous pouvez y aller, vous n'avez pas besoin de connexion et vous pouvez retrouver la présentation des formations. Pour ceux des parents qui ont des enfants en seconde, en première et qui s'intéressent, moi je vous invite sur chaque fiche de formation, vous allez retrouver une rubrique qui s'appelle « Information aux lycéens ». Cette rubrique, elle a été construite pour vous. Son objectif, c'est de montrer, de donner à voir sur chaque formation quels sont les conseils que donne la formation sur le parcours au lycée. Ça peut être des conseils, par exemple, je prends parce que je les connais un petit peu, mettons sciences politiques, que ça soit à Paris ou ailleurs. Eh bien, dans les instituts d'études politiques, on vous dit, nous accueillons tous les lycéens, quelles que soient les spécialités qu'ils ont prises. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'élément structurant. L'élément structurant, c'est le niveau scolaire, bien plus que le choix d'enseignement de spécialité. Pour certaines présentations, je prends par exemple une école d'ingénieurs, les INSA, une grande école d'ingénieurs, il y en a à peu près 8 en France, eh bien on vous dit, pour la première, voilà les parcours que nous vous recommandons, pour la terminale, voilà les enseignements de spécialité qui sont sans doute les plus à même pour réussir. Ce ne sont pas des éléments impératifs ou directifs, ce sont des éléments d'information qui permettent d'aiguiller sur des choix que peut faire votre enfant ou que vous pouvez l'accompagner à faire ses choix. Et nous les avons fait, ces choix, avec une logique d'ouverture et de diversité conforme à la logique de la réforme du lycée. Et parce que vous ne me posez pas la question, mais que je vais y répondre quand même, il y a eu une publication la semaine dernière d'un rapport de l'inspection générale sur quels ont été les choix et la correspondance entre les choix faits par les lycéens et les admissions. Et ce rapport, moi je l'ai trouvé très réconfortant de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il montre la grande cohérence entre les choix de parcours faits par les lycéens au lycée, les choix faits par les lycéens au moment de formuler leurs vœux et le choix des admissions qui se font dans le cadre de Parcoursup. Et donc ça veut dire, en creux, ce que je vous dis, c'est que il ne faut pas s'auto-censurer, il faut rester fidèle à ce que sont les choix que les lycéens font
Et ces choix-là leur permettront d'accéder aux formations qu'ils souhaitent dans l'enseignement supérieur. Je crois que c'est important. Évidemment, ce qui est dit en creux, mais qui ne vous étonnera pas dans ce dossier, c'est que la question du niveau scolaire est encore plus déterminante que la question des choix d'enseignement de spécialité. Donc, voilà, c'est ce travail-là, c'est pas une nouveauté, hein, j'ai un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte en le disant, mais je crois que c'était pas mal de se le rappeler, ce principe-là, et que les enseignements de spécialité et les choix que vos enfants ont à faire ne sont pas des choix qui brident leurs possibilités, ne sont pas des choix qui entravent, et je pense qu'il y a certaines formations, je pourrais y revenir dans le détail, mais qui montrent que même on essaye d'ouvrir les possibles. Par exemple, les formations de santé qui, pendant des générations, disaient il faut absolument être un matheux, eh bien, on voit que les profils se diversifient. Et je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est bien les choix que font les lycéens qui les amènent aussi à réussir dans les voies de formation. Deuxième élément, vous avez indiqué la situation de handicap. La petite vidéo, elle répond précisément à ces questions. Vraiment, si vous pouvez le signaler, elle est en ligne sur Parcoursup, mais elle répond à une question fondamentale. Vous n'êtes jamais obligé d'indiquer une information sur le handicap. C'est votre choix personnel et Parcoursup, on fait des admissions sans cette indication-là. Les formations qui sont sur Parcoursup s'engagent à des principes de non-discrimination. Après, vous avez la possibilité, il y a deux outils qui sont formulés. Un, je pense qu'il y a une des rubriques sur Parcoursup qui s'appelle « Éléments liés à ma scolarité », qui permet à une famille, à un lycéen qui le souhaite, d'apporter une information complémentaire sur son dossier, qui peut aussi expliquer un élément de contexte. Soyons très concrets. J'ai été hospitalisé une partie du premier trimestre de l'année. Je n'ai peut-être pas toutes les notes dans mon dossier. On peut l'indiquer, ça sera une information portée à la connaissance de la formation d'accueil. Vous pouvez souhaiter aussi en disant « je ne veux pas indiquer cette information ». Il y a une autre possibilité dans Parcoursup, il y a ce qu'on appelle une fiche de liaison. Cette fiche de liaison, elle est faite pour des jeunes lycéens en situation de handicap qui ont bénéficié dans leur scolarité au lycée d'un accompagnement. Alors, vous m'excuserez, j'ai plus les sigles qui sont utilisés sur les différents parcours d'accompagnement, les PAP, les autres, je ne les connais pas tous. Vous pouvez indiquer ces éléments. J'ai été accompagné, j'ai eu telle aide, tel accompagnement. Et cette information-là, vous me la donnez à moi, je ne la communiquerai pas aux formations. Par contre, quand vous accepterez une formation, parce que votre dossier sera examiné, vous allez choisir une formation qui vous intéresse, au moment où vous acceptez définitivement cette formation, je vous donnerai la possibilité d'envoyer cette fiche que vous avez remplie vers le référent handicap de l'établissement. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que le dialogue puisse s'instaurer au plus tôt de manière à préparer la rentrée. L'objectif, c'est que le référent handicap de l'établissement, qui est un professionnel, puisse voir de quels accompagnements votre enfant bénéficiait et qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Voilà, je fais ma dernière page de pub pour cette petite vidéo. Voilà, on vous donne tous les éléments qui vous permettent et qui répondent à ces questions qui sont légitimes. Et dernier élément, je crois que c'est le 16 février, mais si je me trompe, en regardant sur les lives de Parcoursup, vous aurez la réponse. Peut-être quelqu'un peut le faire comme ça que je ne dise pas une bêtise. J'ai prévu un live spécialement sur l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Donc, on répondra à vos questions et tous les lives que nous faisons sont enregistrés de manière à ce qu'on publie les éléments de questions-réponses, de manière à ce que tout le monde puisse avoir l'information. Est-ce qu'on y va sur les vœux? Allez, on va continuer parce qu'on aura encore beaucoup de questions d'ordre beaucoup plus général, mais on va faire déjà les vœux et puis ensuite on parlera des autres questions. Principe, avant de rentrer dans le sujet des vœux multiples dont je sais qu'ils préoccupent beaucoup d'entre vous, en tout cas ils questionnent beaucoup d'entre vous. Premier grand principe, vous avez jusqu'à 10 vœux à formuler pour les formations sous statut étudiant et lorsque vous voulez faire des formations par la voie de l'apprentissage, vous avez 10 vœux supplémentaires. Ce sont en quelque sorte presque 2 dossiers un petit peu étanches que vous avez, donc 2 fois 10 vœux. Pour des formations sélectives et non sélectives,
c'est vous qui choisissez vos vœux, vous n'avez pas à panacher si vous ne souhaitez pas panacher, c'est vous qui les choisissez comme vous le souhaitez. Et vous avez accès, vous pouvez formuler dans toutes les formations qui sont présentes sur Parcoursup. Il n'y a pas d'interdiction. Les vœux, ils doivent être motivés. Ils n'ont pas à être hiérarchisés, mais ils doivent être motivés. Ce sera la lettre de motivation. On y reviendra peut-être un peu plus tard dans notre échange. Des vœux, donc, qui n'ont pas besoin d'être classés, qui n'ont pas de lien entre les uns avec les autres, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune contrainte et que c'est vraiment destiné à éviter l'autocensure des élèves. À chaque fois que vous formulerez un vœu, vous recevrez une réponse pour chaque vœu et cette réponse est indépendante d'une autre réponse que vous recevez sur un autre vœu. Des vœux qui ne sont connus que de vous. Alors là, 2 éléments que je donne parce que c'est des questions régulières au top 50 des questions les plus fréquentes, elles tombent en haut. 1, quand vous faites un vœu pour une formation, la formation ne connaît que ce vœu-là. Elle ne connaît pas les autres vœux que vous avez formulés et elle n'a pas le droit de faire une pression sur vous et nous leur demandons de s'engager à respecter votre liberté de choix. 2e élément, il n'y a pas de course pour la formulation des vœux. Ça veut dire que si vous pouvez formuler vos vœux jusqu'au 29 mars inclus, les vœux qui sont formulés ce soir ou les vœux qui sont formulés demain, il n'y a pas d'ordre de priorité en fonction de la formulation des vœux. 3e question qui me revient, jusqu'au 29 mars, vous pouvez faire des vœux et annuler vos vœux, en refaire d'autres parce que vous vous êtes trompé, etc. Donc, prenez le temps, vous avez le temps, n'attendez pas le dernier moment. Vous savez, c'est un vœu pieux, mais là aussi, je le fais chaque année quand même parce que j'ai foi. Allez, 80% des lycéens feront leurs vœux dans les 3 derniers jours. Moi, ce que j'incite, alors, quand on le fait dans les 3 derniers jours, mais qu'on les a préparés, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, ce que j'incite juste, c'est n'attendez pas ou dites à vos enfants de ne pas attendre le dernier moment parce qu'on se crée un stress inutile. Mes petits conseils, diversifiez vos vœux. Ça peut être des diversifications thématiques, ça peut être des diversifications géographiques. Ça peut être de nature de formation, on y reviendra avec peut-être des exemples concrets. Et puis, un conseil vraiment hyper important, évitez absolument de ne formuler qu'un seul vœu. J'ai chaque année des lycéens qui ne font qu'un seul vœu, c'est une prise de risque très importante. Peut-être pour vous rassurer aussi, moi, une semaine avant la fin de la formulation des vœux, on fait une analyse de tous les vœux qui ont été formulés, on fait un récap aux lycéens en disant voilà où vous en êtes de vos vœux. Et puis en même temps, je fais des alertes vers les professeurs principaux. C'est-à-dire que je leur signale, moi, dans leur dossier Parcoursup, chaque professeur principal a une forme de tableau de bord, en disant dans votre classe, il y a tant d'élèves qui n'ont fait aucun vœu. Il y a tant d'élèves qui n'ont peut-être fait qu'un vœu. Il y a un bachelier professionnel qui n'a fait aucun vœu sur le BTS, là où il peut réussir. Voilà, c'est aussi des éléments. Je pense que c'est une démarche collective, mais je voulais vous apporter ce petit conseil. Alors, rentrons après dans le cœur du sujet, la question des vœux multiples. Alors, qu'est-ce que c'est un vœu multiple? L'objectif, c'est, on a vu, vous avez jusqu'à 10 vœux, mais on veut essayer de multiplier vos opportunités. Et je vais donner un exemple très concret. Donc, c'est l'exemple du BTS Management Commercial Opérationnel. Il regroupe l'ensemble des lycées de France qui proposent cette formation. Eh bien, lorsque vous serez sur Parcoursup, vous faites un vœu sur le BTS Management Commercial Opérationnel et vous pourrez faire ensuite des sous-vœux sur les différents lycées qui proposent cette formation. Donc, un vœu multiple, il compte pour un seul parmi vos 10 vœux et il est composé de sous-vœux qui correspondent à autant d'établissements. Et vous pourrez choisir ces établissements sans avoir besoin de les classer. Alors, un élément, deux points, parce que je sais que ce sont des questions qui reviennent régulièrement. Sur les instituts de formation infirmiers, les formations paramédicales, on ne peut faire que 5 vœux multiples. Et puis l'autre règle très importante, je l'ai vu dans vos questions, quand on demande une CPGE avec internat, eh bien, si vous prenez la même formation avec ou sans internat, ça ne compte que pour un seul sous-vœu. Donc, vous n'avez pas à vous brider lorsque vous souhaitez faire les formations avec une demande d'internat associée à votre demande de formation. Alors, rentrons là aussi dans le concret, juste la page suivante, sur des exemples vraiment très précis. Parmi les formations à vœux multiples, alors, avant de rentrer sur cette page-là, sur les licences, parce que je sais que j'ai vu des questions là-dessus,
Sur les licences, c'est très très rare d'avoir des vœux multiples parce que chaque licence est souvent très autonome et ne partage pas avec d'autres formations. Je vais donner des exemples très concrets. Je crois qu'il y avait une question sur les STAPS. Je souhaite faire STAPS, plusieurs universités. Vous choisissez 3 universités, ça vous fait 3 vœux. Même chose sur une licence de droit. Vous choisissez 2 universités, une à Toulouse, une à Narbonne. Eh bien, ça vous fait 2 vœux. Prenons les exemples lorsqu'on passe sur les formations sélectives où il y a beaucoup plus de sous-vœux. Alors, il y a quelques formations sélectives pour lesquelles il y a des limites, c'est-à-dire pour chaque catégorie, je ne peux pas aller au-delà de 10 sous-vœux, et puis je dois faire un total de 20. Alors, là aussi, je vous rassure, il y a un compteur sur Parcoursup qui vous aide à savoir où vous en êtes et qui vous indiquera, qui vous bloquera à chaque fois que vous dépassez le compteur. Donc, pas besoin d'une calculette ou autre. Il y a une série de formations sur lesquelles vous êtes limité. Donc, ce sont les BTS, les BUT, les DNMAD, les diplômes de comptabilité et gestion, les classes préparatoires, les diplômes nationaux d'art, les établissements de formation en travail social. Pour tous ces types d'établissements, en fait, quand vous faites un vœu sur une spécialité, ça vous compte qu'un vœu et vous avez accès à des sous-vœux qui correspondent à des établissements et vous pouvez en choisir dans chaque catégorie jusqu'à 10 et au total jusqu'à 20. Là aussi, je rentre dans le concret pour qu'on se rende compte. Vous êtes intéressé par la classe préparatoire MPSI, c'est domaine scientifique. MPSI, ça vous fait un vœu et vous pourrez choisir jusqu'à 10 lycées différents qui proposent cette formation, quel que soit l'endroit sur le territoire. Je prends un autre exemple, les DNMAD. Eh bien, le DNMAD, c'est un diplôme à l'échelle nationale, ça vous compte un vœu, et vous pouvez choisir jusqu'à 10 établissements différents qui proposent le diplôme de DNMAD. Même chose sur les diplômes nationaux d'art, même chose sur les établissements du travail social. Ça, c'est une catégorie, donc, et si je prends des exemples, imaginons, parce que je sais que ça existe, votre fils est intéressé par l'informatique. Il s'appelle Laurent, allez, prenons-le. Laurent veut faire de l'informatique. Il voit des BTS informatique qui l'intéressent et puis il voit aussi des bachelors d'informatique qui l'intéressent. Eh bien, je donne une illustration concrète. Il prend le BTS d'informatique, ça lui fait un vœu. Imaginons, il prend 5 lycées qui l'intéressent autour de chez lui. Donc, ça lui fait un vœu et 5 sous-vœux. Et puis, il prend les buts. L'université n'est pas très loin. Il fait un vœu sur le but informatique de l'université qui l'intéresse. Ça lui fait un deuxième vœu. Et là, il va pouvoir choisir. S'il se limite à ce nombre de vœux, ça veut dire qu'il peut faire 15 établissements en IUT que j'ajoute avec les 5 qu'il a pris en BTS. Il a atteint sa limite de 20. Voilà, ça c'est des exemples très concrets de situation. Venons à la page suivante avec des exemples dans lesquels, sur certaines formations, le nombre de sous-vœux n'est pas limité. C'est-à-dire que vous en choisissez autant que vous souhaitez. Je fais une petite incise là-dessus. C'est autant que ça vous intéresse. Il ne s'agit pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas de limite qu'il faut tout cocher. Enfin, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Il faut continuer à faire des vœux en fonction des lieux qui vous intéressent et puis des formations qui vous intéressent. C'est le cas donc sur les instituts de formation en soins infirmiers, c'est le cas sur les écoles d'ingénieurs de commerce ou de management qui recrutent sur concours, c'est le cas des réseaux Sciences Po ou encore même du concours commun des écoles vétérinaires. J'essaye de donner des petits exemples qui vous éclairent. Le concours des nationales des écoles vétérinaires, il y a 4 écoles. Eh bien, vous faites un vœu sur le concours veto, et ensuite, vous pouvez choisir de 1 à 4. Même chose, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand j'ai dit que c'était 10 vœux, vous n'êtes pas obligé de faire 10 vœux. C'est un plafond. Donc, c'est vous qui restez libre de faire les vœux qui vous intéressent. Je prends école d'ingénieur, les INSA que je connais, les INSA, il y en a 8. Vous faites un vœu sur le concours d'INSA, donc ça veut dire qu'il vous reste 9 vœux disponibles. Et puis, vous avez, à ce moment-là, vous en prenez un des 8. Vous pouvez prendre un des 8, vous pouvez en prendre 8. Même chose, par exemple, école de commerce, concours Sésame, par exemple, un grand concours d'école de commerce. Vous faites un vœu sur le concours Sésame et ensuite, vous avez autant d'écoles que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez candidater. Voilà la mécanique des sous-vœux. Alors, on prend la classe suivante, un petit exemple pour essayer de synthétiser tout ce qu'on s'est dit. Vous êtes intéressé par le BTS métier de la chimie dans 7 établissements différents. Dans votre dossier, cette demande compte pour un vœu et 7 sous-vœux. Dans la limite de 20, il vous reste 13 sous-vœux possibles.
Vous êtes intéressé par un regroupement d'instituts de formation infirmiers rattachés à l'université Bretagne Sud. Ça vous fait un vœu en choisissant ce vœu multiple. Et vous en prenez 2, bah ça vous fait 2 sous-vœux, mais vous pouviez en prendre autant que ça vous intéresse. Vous n'êtes pas limité. Là, encore une fois, rassurez-vous, il y a un compteur des vœux dans votre dossier qui va en permanence vous permettre de suivre là où vous en êtes. Et je crois que c'est important. Un petit point sur les vœux en apprentissage, ça intéresse. Alors, si on fait une petite pause et on répond à plein de questions. Avant d'attendre, avant d'attaquer les vœux en apprentissage, on va finir, parce que vous savez bien sûr qu'il y a toujours beaucoup de questions pour les vœux et les sous-vœux. Une petite précision concernant tout ce qui est concours, par exemple, type Sésame, etc. Est-ce que finalement, ça compte pour un vœu ou ça compte pour et des sous-vœux après pour les écoles? Voilà, ça compte un vœu sur le concours. Un vœu sur le concours, les écoles, ce sont ensuite des sous-vœux. Et vous n'avez pas de limite. Très clair pour les uns. Et si, par exemple, je fais 2 vœux, j'habite Lyon, on va dire, et je veux faire une passe, et j'ai 2 établissements, Lyon Sud, Lyon Nord, qui me le proposent. Est-ce que ça compte pour 2 vœux ou un seul vœu? Alors, sur les, je vais être obligé de distinguer selon les situations. Quand vous êtes, mettons-nous, on est en province. Vous êtes intéressé par donc Lyon 1, vous êtes intéressé par l'université Jean Moulin à Saint-Étienne. Je prends le cas de Rhône-Alpes. Et puis université Grenoble-Alpes. 3 cas concrets où il y a ces formations-là. Eh bien, sur chaque établissement universitaire que vous choisissez, ça vous compte un vœu. Donc, finalement, vous choisissez ces 3 établissements, vous avez utilisé 3 vœux sur les 10 qui vous sont proposés. Un petit éclairage spécifique sur l'Île-de-France. Il y a peut-être parmi vous plusieurs qui viennent de l'Île-de-France. En Île-de-France, il y a une telle diversité d'établissements qu'on a mis en place une règle qui est très spécifique à l'Île-de-France. C'est sur le PASS, par exemple, là, de santé. Vous faites un vœu sur le PASS en Île-de-France et vous avez 5 établissements. Vous pouvez choisir les 5, vous pouvez en choisir un. Mais ça veut dire que, pourquoi on l'a fait? C'est que comme il y a 5 établissements en Île-de-France, si on comptait chaque passe comme un vœu, ça veut dire qu'en choisissant les 5 universités, vous aviez déjà, entre guillemets, dépensé la moitié des vœux que vous pouvez faire sur Parcoursup. C'eût été sans doute trop par rapport à ceux qui sont investis sur ce type de formation. Alors, 2 petites choses, parce que nous, on a bien évidemment beaucoup de questions. On rappelle que Parcoursup est bien évidemment pour s'inscrire, formuler des vœux, n'est exclusivement réservé qu'aux élèves de terminale pour le lycée. Je parle bien pour le lycée. Vous nous toucherez un petit mot quand même pour ceux qui sont en réorientation, oui, qui sont déjà éventuellement en première année. Et puis, dernière chose, je voulais vraiment sur ce sujet-là aussi repréciser, vous repréciserez bien les dates du 29 mars et du 7 avril, avec vraiment les horaires très précis. 29 mars, 23h59. Il faut être extrêmement précis avec nos parents pour qu'ils sachent réellement ce qui les attend. Donc, c'est vraiment ces 2 points-là. Et puis, je pense qu'après, on passera aussi, on a beaucoup de questions sur l'origine géographique de nos Je reviendrai, alors j'ai une slide dédiée pour ça, mais précisément parce que c'est important. Donc, les étudiants en réorientation, on peut tout à fait faire des vœux de réorientation sur Parcoursup. C'est pour les lycéens et étudiants en réorientation. L'an dernier, pour donner une illustration, c'était 182 000 étudiants qui s'étaient inscrits pour rechercher une réorientation à travers Parcoursup. Donc, c'est tout à fait possible. Deuxième chose, sur le calendrier. Alors, si vous avez le moindre doute, vous allez sur la plateforme. Le calendrier, il est écrit en très, très gros. Vous le retrouvez en permanence pour vous guider. 2 dates à bien retenir. La première date pour formuler des vœux jusqu'au 29 mars, 23h59, heure de Paris. Il y a peut-être des parents des Outre-mer qui nous écoutent. Donc, heure de Paris, 23h59. Donc, on a le temps, mais ayez en tête ce message-là. Évidemment, une semaine avant, sans doute, cette échéance-là, j'aurai l'occasion d'envoyer des messages aux lycéens inscrits. J'aurai l'occasion, à travers les réseaux sociaux, de battre le rappel, en quelque sorte, pour que chacun arrive à l'heure. Deuxième date, c'est celle du 7 avril. Qu'est-ce que ça veut dire, le 7 avril? Le 7 avril, c'est pour compléter son dossier. Au 29 mars, vous avez formulé vos vœux.
après le 29 mars, vous ne pouvez pas rajouter des vœux. Vous ne pouvez pas non plus me dire, Monsieur Teilhard, je vous en rends un et vous m'en redonnez un nouveau. On ne peut pas, moi je ne fais pas de troc. Vous avez jusqu'au 29 mars pour rayer, raturer, changer d'avis, mais il faut figer l'avis à partir du 29 mars. Entre le 29 mars et le 7 avril, eh bien, c'est plutôt de compléter son dossier. Ça peut vouloir dire, et j'y reviendrai, la formation vous a demandé, par exemple, une pièce particulière. Je vais donner un exemple très concret. Vous êtes intéressé par le diplôme national des métiers d'art et du design. Eh bien, on demande à chaque candidat de téléverser un document dans lequel il va pouvoir exprimer sa création artistique. Qu'est-ce qui l'intéresse et qu'est-ce qu'il sait faire. Deuxième, vous aurez à faire votre lettre de motivation, la fameuse lettre de motivation dans Parcoursup. Elle est à rédiger avant le 7 avril, de manière à pouvoir être dans le dossier qui sera transmis à l'ensemble des formations supérieures. Nouveauté cette année, et c'est aussi dans l'échange qu'on a pu toujours avoir avec les collègues de l'APEL qu'on est aussi arrivé à cette démarche-là, nous ferons un petit récap le 8 avril. Qu'est-ce que vous avez confirmé comme vœu, voilà, pour que chaque lycéen ait bien la situation qui est la sienne. Voilà. C'est très important, de manière à ce que chacun se sente sécurisé, et seuls les vœux qui sont confirmés avant le 7 avril seront examinés par les formations du supérieur et donneront lieu à une réponse à partir du 2 juin. Peut-être je fais une question parce que je sais qu'elle m'était vue, elle était dans les questions que vous aviez remontées donc sur 2 règles sur les classes préparatoires importantes. Je le redis, je l'ai dit, mais lorsque vous demandez une classe préparatoire dans un établissement avec une formation sans internat ou avec internat, ça ne compte que pour un seul sous-vœu. Donc ne vous bridez pas, vraiment, si ce sujet vous intéresse. Deuxième chose, sur les classes préparatoires économiques et commerciales. Les ECG, il y a souvent beaucoup de questions parce qu'il y a plusieurs types de parcours. Eh bien, vous avez des binômes d'options qui sont proposés sur la plateforme. Selon, eh bien, que vous choisissez un ou plusieurs binômes, cela ne compte toujours que pour un seul sous-vœu. Et vous recevrez une réponse en fonction de chaque binôme que vous avez demandé. Donc là, encore une fois, la règle est plutôt simple. C'est un peu compliqué quand je l'explique à l'oral, mais en fait, c'est très simple sur la plateforme. Vous choisissez tous les binômes qui vous intéressent et tout cela ne comptera toujours que pour un sous-vœu. Donc, vous n'êtes pas bridé dans l'expression de vos choix. C'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur vœux, sous-vœux? Oui, on va continuer sur les vœux en apprentissage. Après, on aura des questions un petit peu plus générales. Alors, focus sur les vœux en apprentissage. Ce sont donc 10 vœux supplémentaires que vous pouvez formuler. Il y a à peu près 6000 formations en apprentissage proposées sur Parcoursup. La spécificité de ces formations, c'est qu'il n'y a pas de date limite pour formuler des vœux. Ça veut dire que même au mois de mai, on peut formuler des vœux pour des formations en apprentissage. Vous avez vu que ce sont des formations très demandées. Je vois un article de presse là que j'ai sur mon bureau. C'est 730 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés en 2021. Il y a une véritable explosion de l'apprentissage parce que ça répond vraiment à l'intérêt aussi des lycéens, à ce souhait parfois de cumuler des études et puis un contrat de travail. Donc sur Parcoursup, vous retrouvez, pour dire clairement les choses, c'est surtout centré sur les BTS, les mentions complémentaires ou les bachelors universitaires de technologie que l'on retrouve l'essentiel des formations en apprentissage. Vous avez une rubrique dédiée dans votre dossier pour ces vœux en apprentissage. Et puis, les centres de formation en apprentissage sont là pour vous accompagner, pour trouver un employeur. Parce qu'évidemment, la grande spécificité d'un vœu en apprentissage, c'est qu'il faut avoir trouvé un employeur avec qui signer le contrat. C'est à la condition d'avoir trouvé et signé un contrat que vous recevrez une proposition d'admission sur Parcoursup. Voilà, peut-être... je reviens sur le secteur géographique. Vous m'avez dit que c'était un sujet d'intérêt. Alors, beaucoup de questions. Beaucoup de questions et je vais essayer d'être simple. Allez-y. Première chose, donc on retrouve là notre distinction entre les formations sélectives et non sélectives qu'on a abordées un peu plus tôt dans la présentation. Pour toutes les formations sélectives, il n'y a aucun secteur géographique. Les lycéens peuvent faire les vœux partout où ils souhaitent en France et ce critère géographique n'est pas pris en compte par les formations. Donc faites des vœux dans votre académie ou en dehors de votre académie. Pour ce qui concerne les formations
non sélectives, donc les licences de l'université, les parcours préparatoires au professorat des écoles dans les universités, et puis les parcours d'accès spécifique santé dans les universités aussi. Alors, on peut faire les vœux partout en France. Il n'y a aucune restriction à la formulation des vœux. Mais lorsque les formations sont très demandées, eh bien, les recteurs définiront des ordres de priorité. Quel est le sens de ces ordres de priorité? C'est de permettre aux lycéens d'accéder à l'université qui est celle de leur proximité. Évidemment, c'est un choix qui est important, mais avec un objectif aussi de ne pas brider les vœux de mobilité parce que des étudiants ont aussi envie d'aller étudier. Vous aurez la notion de secteur qui est affichée dans votre dossier Parcoursup. Le secteur, c'est dans l'essentiel des cas l'académie. Mais là aussi, je fais un petit focus Île-de-France. En Île-de-France, que vous soyez à Versailles, à Paris ou à Créteil, vous êtes du même secteur. Le secteur en Île-de-France, c'est toute la région Île-de-France. Quel est l'objectif? Vous savez sans doute aussi bien que moi, en Île-de-France, c'est souvent le réseau de transport qui détermine la proximité, beaucoup plus que de savoir si vous appartenez à telle ou telle académie. Le deuxième objectif, c'était bien de permettre à tous les lycéens, qu'ils soient de Versailles ou de Créteil, de venir à des formations qui se déroulent dans Paris, parce que c'est là où on a une concentration d'établissements universitaires. Donc vous retrouverez à chaque fois l'information si je suis ou non du secteur, et on vous donnera les règles de priorité. Je vais essayer d'être très concret sur des formations pour vous donner des éléments de stratégie. Eh bien, imaginons vous êtes un candidat de Bordeaux et vous souhaitez faire des licences de droit. Vous habitez donc à Bordeaux et vous êtes intéressé par l'université de Bordeaux, qui est très bien, et puis par des universités à Paris, puis une à Lyon. Vous serez prioritaire pour accéder à l'université de Bordeaux, mais vous ne serez pas prioritaire pour accéder à la même une université à Paris qui propose du droit ou une université à Lyon qui propose du droit. Inversement, vous habitez dans l'académie de Versailles, vous êtes prioritaire pour les universités de la région Île-de-France pour y accéder, vous n'êtes pas prioritaire pour accéder à l'université de Bordeaux. Voilà, c'est comme ça que fonctionne. Je l'ai dit, un petit focus en Île-de-France, il y a une spécificité particulière. Et puis, il y a des cas particuliers. Alors, je le dis parce que ça peut être le cas, peut-être des parents nous écoutent. Quand on est un lycée français à l'étranger, eh bien, on est prioritaire sur chaque territoire de métropole parce que par construction, on n'a pas d'université sur son territoire, là où on est. Deuxième chose, je peux être dans une académie dans laquelle il n'y a pas toutes les formations qui existent. Je vais même donner un exemple en métropole que je connais. À l'université de Limoges, quand on habite dans l'académie de Limoges, à l'université de Limoges, il n'y a pas de psychologie. Eh bien, les étudiants, les lycéens qui habitent l'université de Limoges vont être prioritaires dans toutes les autres académies parce qu'ils n'ont pas la formation qui existe dans leur territoire. Voilà comment fonctionnent ces quelques règles d'aménagement. Et puis, il y a parfois des situations très particulières. Je veux le donner parce que je pense que peut-être certains d'entre vous sont confrontés à cette situation. Il y a parfois, je vais donner deux exemples pour essayer que ça donne une illustration à tout le monde. Quand on est à Avignon, on est dans l'académie d'Aix-Marseille. Mais il suffit de traverser le Rhône, enfin le pont n'est pas en bon état, il paraît. Mais quand on traverse le Rhône, eh bien on est dans l'académie de Montpellier, quand on habite dans le Gard, on relève de l'académie de Montpellier. Alors qu'on voit le matin en ouvrant ses volets l'université d'Avignon. Eh bien, nous faisons une sectorisation qui va permettre que les candidats qui habitent en proximité dans le Gard, ils puissent aussi être prioritaires pour l'accès à l'université d'Avignon. Toutes ces règles-là, elles sont dans la plateforme et finalement, vous saurez à chaque fois si vous êtes du secteur ou pas du secteur. Et pour finir, quel est mon conseil? Mon conseil, c'est de diversifier vos vœux. Si vous êtes intéressé vraiment par un type de formation, faites des vœux peut-être à Paris si ça vous intéresse, parce qu'il y a une formation, vous connaissez de réputation une université, mais faites aussi des vœux dans votre académie de résidence, parce que c'est important, vous y serez prioritaire, et dans les autres académies, vous ne serez pas prioritaire. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur ces questions de sectorisation géographique, mais peut-être vous avez des questions qui permettent de rentrer dans le détail ou de répondre à des questions précises.
Non, là, vous nous avez, je pense, bien éclairé. Simplement un petit détail pour savoir qu'est-ce qui détermine en fait notre origine géographique. C'est pas forcément là où on a eu notre diplôme, mais c'est bien l'adresse. C'est l'adresse et le domicile. Ça n'est pas là où j'ai passé le baccalauréat. Vous savez, allez, on va dire ça parce que tout le monde a peut-être entendu déjà parler. Autrement, ça aboutissait à des situations un peu bizarres dans lesquelles on allait passer son année de terminale dans un autre lycée qui n'était pas le lieu, juste pour bénéficier d'une priorité pour l'accès au supérieur. Maintenant, c'est en fonction du lieu où vous résidez. Je réponds à une question qui est remontée par votre et qui est très importante. Mes parents vont déménager. Les parents vont changer de domicile. Je crois qu'il y a une question que vous m'avez remontée qui était je suis en Martinique et à la rentrée de septembre, je serai en Île-de-France. Eh bien, sur Parcoursup, vous pouvez formuler une demande directement. Il y a une rubrique qui s'appelle secteur de licence. Vous pouvez passer un message au rectorat. Vous avez jusqu'au 13 mai pour le faire, dans lequel vous allez indiquer le changement de résidence des parents. Évidemment, il faudra le justifier. Ça peut être avec une attestation de votre employeur comme quoi vous allez déménager. Et ça permettra au rectorat de vous donner finalement les deux priorités, dans l'académie où vous habitez encore et puis dans l'académie où vous allez habiter. Donc rassurez-vous, nous prenons en compte aussi ces mobilités qui sont celles des parents et qui entraînent un lieu de résidence différent pour l'enfant. Voilà, moi je n'ai pas trace de difficulté, donc à retenir, il y a une rubrique spécifique pour vous permettre d'interagir avec le rectorat. 2, c'est jusqu'au 13 mai qu'on peut signaler ces changements de résidence. Super. Alors, oui, allez-y, pardon. Beaucoup de questions aussi pour nous sur les problématiques d'égalité de traitement, alors soit par rapport à son lycée d'origine, soit par rapport qu'est-ce qui est pris en compte, est-ce que c'est les notes, est-ce que c'est donc par rapport aux critères d'évaluation des dossiers, les notes, le rang, voilà, toutes ces questions sur la fameuse sélection faite par Parcoursup. Vous nous en toucherez un mot d'ailleurs, je pense que c'est important. Ouais. On parle encore d'algorithme, donc je vous laisse cette grande question-là, très large pour réponse. Alors, oui, je veux rassurer, ça n'est pas Parcoursup qui examine les dossiers, ça n'est pas l'algorithme de Parcoursup qui examine les dossiers. Les dossiers, ils sont examinés par des commissions qui sont constituées par le responsable de l'établissement. Dans un lycée, c'est le proviseur qui les nomme. Dans une université, c'est le président de l'université qui nomme les professeurs qui vont participer aux commissions d'examen des vœux et à qui le dossier de votre enfant sera transmis et qui vont l'examiner. À partir de quoi elles vont examiner le dossier? Eh bien, on aura une petite fiche tout à l'heure dans laquelle très précise qu'est-ce qu'il y a dans le dossier de votre enfant, mais elles vont le faire à l'aune des critères qui sont affichés sur la plateforme. Ces critères, vous les retrouvez sur chaque fiche de formation, ce sont des critères académiques, ce sont des critères par exemple, de la motivation. Et évidemment, ces critères peuvent être différents d'une formation à l'autre. Par exemple, quand je prends sur des formations scientifiques, on peut sans doute valoriser les enseignements scientifiques parce qu'ils sont importants. Et puis, il y a d'autres types de formations, peut-être dans lesquelles la motivation a une place plus importante. Voilà, c'est chaque responsable de formation qui a défini ces critères. Et c'est chaque commission d'examen des vœux qui va les examiner. Alors, est-ce que l'information sur le lycée est renseignée dans Parcoursup? Oui, les formations disposent de l'information dans quel lycée vous êtes. Alors, M. Desmarais l'a dit au début, si on avait eu les enseignements de spécialité, les notes finales des épreuves d'enseignement de spécialité, ça ajoutait des éléments qu'on aurait pu mettre dans le dossier qui permettaient sans doute d'éclairer encore mieux les formations du supérieur, puisque c'était abstraction faite du lycée d'origine, en quelque sorte. Là, on a les notes du contrôle continu. Moi, il y a peut-être 2 choses que je peux vous dire aussi pour vous rassurer, et y compris parce que je suis en dialogue permanent avec les formations du supérieur. 1, il y a un travail qui a commencé dans les lycées, et vous en êtes sans doute informé, sur l'harmonisation des questions d'évaluation. C'est un enjeu très important pour faire progresser le système et qu'on n'ait plus des lycées dans lesquels il y a des écarts de notation très forts que nous avons connus. Hein. Ce n'est pas lié à Parcoursup, ça existait depuis toujours, mais il faut harmoniser. Deuxième élément, moi quand je travaille avec les formations de l'enseignement supérieur, ce qui les intéresse, c'est d'avoir
une vision la plus précise et la plus exacte de la situation des candidats. Et en tenant compte parfois, en disant de situations très concrètes, il y a des lycées dans lesquels on sait qu'on note plus sévèrement, eh bien ils peuvent le prendre en compte parce qu'ils ont une diversité de situations. Et ça permet aussi de remettre dans le contexte. Troisième élément, est-ce que le fait d'être dans tel lycée vous interdit d'aller dans telle formation? La réponse est non. Et la réponse ne peut pas être autre chose que non, parce que ça serait interdit par la loi. Il ne peut pas y avoir de discrimination en fonction de là où vous êtes. Il s'agit simplement pour celles qui l'utilisent d'avoir parfois un élément d'objectivation des différences de notes entre les élèves. Quatrième élément, est-ce que chacun utilise, est-ce que les formations rendent compte finalement des critères qu'elles utilisent? La réponse est oui. Vous pouvez retrouver sur chaque fiche de formation ce qu'on appelle un rapport public. C'est où chaque formation dit pour l'année précédente, donc là ce sont les rapports publics de l'année 2021, quels sont les critères que j'ai utilisés, comment je les ai utilisés. Et chaque candidat sur Parcoursup a le droit de demander à une formation pourquoi je n'ai pas été retenu, quels sont les critères que vous utilisez, c'est un droit que vous garantit Parcoursup. Voilà, j'essaye de brosser une situation un peu large, mais on va y revenir à travers des diapos. Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Quels sont les éléments pris en compte? Alors, allez-y, je vous en prie. Un dernier point, parce que je pense qu'il faut qu'on soit peut-être encore plus clair sur le report des épreuves des enseignements de spécialité, et bien repréciser aux parents qui nous écoutent ce soir ce qui sera pris en compte sur Parcoursup et ce qui ne le sera pas au vu des changements qui ont été opérés pour cette année en tous les cas. Alors, deux choses effectivement. Donc, nous ne prendrons pas en compte dans le dossier Parcoursup les notes des épreuves finales des enseignements de spécialité, initialement prévues du 14 au 16 mars et aujourd'hui reportées du 11 au 13 mai. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, elles arrivent un peu trop tard, c'est-à-dire qu'au moment où les épreuves sont faites du 11 au 13 mai, elles seront corrigées sans doute à la mi-juin ou au début du mois de juin, et la procédure Parcoursup, les formations examinent les dossiers entre avril et le mois de mai. Évidemment, mon souhait, c'est qu'à partir de l'an prochain, quand les conditions sanitaires seront plus sereines, espérons-le, eh bien, nous puissions reprendre une situation dans laquelle nous prendrons en compte ces notes d'épreuve finale. Je le dis parce que j'ai compris tout à l'heure qu'il y a aussi des parents qui ont des enfants en seconde ou en première, donc qui peuvent être intéressés par cette question-là. Deuxième élément que je porte à la connaissance des parents, c'est, vous avez peut-être vu aujourd'hui sur Parcoursup, certaines formations qui avaient prévu des oraux qui se déroulent au moment des épreuves d'enseignement spécialité qui ont été positionnées du 11 au 13 mai. Nous avons fait passer des consignes cette semaine et les formations vont donc corriger leur dossier. Nous avons fait passer des consignes pour qu'aucun lycéen ne soit convoqué à une épreuve pour toute la semaine du 9 au 13 mai. Non seulement il ne peut pas être convoqué sur le 11 et le 13 au moment où il passe ses épreuves, mais il ne peut pas non plus être convoqué sur les 2 jours pour lesquels le ministre de l'Éducation nationale a indiqué que les lycéens de terminale seraient reçus dans leur établissement pour être accompagnés et mieux préparés aux épreuves qu'ils auront du 11 au 13 mai. Donc la semaine du 9 au 13 est neutralisée. Alors, évidemment, ça veut dire que votre enfant peut passer peut-être un oral dans une période de congé, et c'est les congés du mois d'avril. Oui, il peut passer des oraux dans la semaine du 16 au 20 mai, puisque c'est la dernière semaine dans laquelle les formations font des examens avant de rendre le classement à Parcoursup. Évidemment, on tient compte de cette situation particulière de cette année-là. Ce n'est pas celle que nous avions espérée tous, mais enfin, c'est la situation qui est liée aussi au Covid et aux troubles qu'il suscite dans les établissements et dans l'organisation collective. On essaye de s'adapter et avec une logique, et je pense que vous y êtes profondément attachés, ne pas modifier le calendrier. 29 mars, 7 avril, 2 juin, voilà, je sais que c'est important et que moi, mon objectif, c'est de ne pas modifier cette date-là parce que ce sont des points de repère aussi pour vous et qu'il y a suffisamment de choses qui bougent pour qu'on essaye pour quelques fondamentaux de les conserver. Donc voilà, c'est ce que nous faisons.
Est-ce que c'est clair? Parfait. Très bien. Donc, je pense en tous les cas que c'est clair. On va continuer et puis on aura encore quelques questions. Des petits récaps un peu d'éléments qu'on a vus. Vous avez jusqu'à 10 vœux, c'est un plafond, vous n'êtes pas obligé de faire 10 vœux. 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Des possibilités de faire des sous-vœux sur certaines filières, soit avec des limites, soit sans limites, mais qui vous permet de vous donner plus d'opportunités. Des vœux qui sont formulés librement par les candidats sans obligation de classer, et chaque vœu formulé, chaque vœu confirmé le 7 avril donnera lieu à un examen et à une réponse à partir du 2 juin. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte, que ce soit ce soir, demain matin ou mercredi, ça a la même probabilité d'être retenu ou pas, ça n'est pas un élément pris en compte. Chaque formation n'a connaissance que des vœux que vous avez formulés pour elle, vous êtes garanti de cette absence de communication de l'ensemble des vœux que vous avez formulés. Et une règle importante, on y reviendra un peu avant le mois de juin, mais je crois qu'il faut rassurer dès maintenant, quand un candidat accepte une formation sur Parcoursup, il a la possibilité, pendant la procédure, de conserver les vœux pour lesquels il est en attente et il a la possibilité de changer d'avis. Et voilà, c'est des éléments pour vous rassurer sur la manière dont fonctionne Parcoursup. Alors, un petit point, si vous me permettez, parce que je sais qu'il y a toujours des questions sur la slide suivante, la césure. Et je crois qu'il y en avait une dans ce que vous m'avez remonté précisément. Alors, je fais un petit éclairage. C'est quoi la césure? La césure, ça n'est pas une année sabbatique. Pourquoi ça n'est pas une année sabbatique? Quand on a une année sabbatique, ça veut dire qu'on n'est pas inscrit dans un établissement. Finalement, on a repris sa liberté et on est allé faire une activité qui vous intéresse. Très bien. La césure, c'est autre chose. La césure, vous faites une demande de césure dans votre dossier Parcoursup et quand vous serez accepté dans une formation, et la formation que vous aurez choisie, nous indiquerons à cette formation que vous avez fait une demande de césure. Vous aurez à ce moment-là une interaction avec les responsables de cette formation qui passeront une convention avec vous, une convention de césure en quelque sorte, après avoir examiné votre dossier, et vous serez un étudiant inscrit. C'est très important parce que l'inscription, elle vous permet de bénéficier de la carte d'étudiant et des droits qui lui ont associés, y compris la protection sociale. Et puis, ça vous permettra, quand vous êtes dans votre césure et qu'au terme de votre césure, vous voulez retrouver votre formation, eh bien, cette place sera conservée. Vous n'aurez pas à repasser par Parcoursup pour revenir dans la formation en fait, que vous aviez acceptée. Et deux autres éléments que j'indique. Un, la formation au moment où elle examine les vœux n'est pas informée que vous souhaitez faire une césure. C'est une garantie que Parcoursup vous apporte. L'objectif, c'est d'éviter qu'une formation dise oh, bah, celui-ci, je ne vais pas le retenir parce que il veut faire une césure, donc il reviendra l'année suivante. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est une information qui vous est personnelle et que je protège. Deuxième élément, j'ai été, par exemple, je vais prendre un exemple, j'ai été pris, je suis étudiant inscrit dans la licence de droit à l'université de Besançon, l'université de Franche-Comté. Eh bien, mettons que je fasse une année de césure et puis je reviens, finalement, j'ai un tout autre projet. À la limite, c'était aussi l'intérêt de la césure. J'ai vu d'autres choses. Eh bien, évidemment, vous n'êtes pas prisonnier de ce que vous avez fait. Si vous souhaitez aller dans d'autres domaines, eh bien, à ce moment-là, vous repassez par Parcoursup. Si vous souhaitez toujours poursuivre des études de droit, votre place a été conservée au chaud. Elle sera pour vous sans repasser par Parcoursup. Voilà les petits éléments que je souhaitais indiquer sur la césure. Venons, si ça vous intéresse, à la slide suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier? Et ça permettra de répondre à des questions et d'y arriver. Alors, le dossier, donc, c'est celui pour lequel vous devez finaliser votre dossier et confirmer vos vœux avant la 7 avril, 23h59, heure de Paris, la deuxième échéance du trimestre qui vient après le 29 mars. D'abord, alors deux choses, on va dire les éléments propres à l'élève et puis les éléments de note. Alors, le projet de formation motivée, la lettre de motivation, j'avais eu une question, est-ce qu'on est accompagné pour sa lettre de motivation? La réponse à oui, et oui. Quelle est la longueur de la lettre de motivation? Écoutez, dans quasiment l'essentiel des cas, c'est 1500 caractères, et pour les classes préparatoires dans des formations qui sont privées sous contrat, ils peuvent aller jusqu'à 4000 caractères. Donc voilà, c'est l'expression de la motivation de l'élève. Ça n'est pas quelque chose de théorique, ça n'est pas une dissertation, c'est plutôt des éléments concrets
Et nous avons prévu une petite vidéo dans le dossier, plus une petite fiche de méthode qui vous donne comment on rédige son projet de formation motivé. Là aussi, vous n'avez pas besoin de mettre votre nom dans le projet de formation motivé. C'est plutôt un élément anonyme. Et puis, c'est du concret qui raconte qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous motive. Je le dis aussi aux parents. Dans le grand oral, en fin d'année, vous avez dans la troisième partie de l'exercice grand oral, il y a un exercice sur l'orientation et sur son projet d'orientation. Donc, le travail fait au mois de mars jusqu'au 7 avril pour faire sa lettre de motivation, il est utile à votre enfant jusqu'au bout de l'année. Deuxième chose, il y a des pièces complémentaires. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est par exemple dans le DNMAT, vous téléversez un dossier. Ça peut être pour d'autres formations, d'autres éléments. Et puis ça peut être aussi lorsque vous présentez à des concours, il y a des concours qui sont payants. C'est-à-dire qu'à travers le paiement, ben, c'est la prise en charge des frais d'examen de dossier en quelque sorte, hein, pour être très concret. Je prends par exemple école d'architecture, je crois qu'il y a un prix, je ne le connais pas, mais il est affiché sur Parcoursup. Eh bien, ça veut dire que vous devez faire le règlement avant le 7 avril et que votre dossier sera considéré complet quand vous aurez aussi fait ce paiement-là. C'est ce que nous devons d'information aux formations. La rubrique activité centre d'intérêt, c'est une rubrique qui est facultative, mais dans laquelle elle est faite pour l'élève. Elle est faite pour qu'il puisse lui-même apporter des informations sur sa situation, sur ses connaissances et ses compétences. Je pense que c'est important parce que je suis sûr de partager avec vous la réalité de votre enfant, ça n'est pas uniquement ses notes. C'est aussi ce qui peut le faire en dehors. Ça peut être un élève qui a une activité, il est délégué de classe, il est engagé dans son établissement. Il est engagé dans une activité associative. Il est engagé dans une association sportive. Il fait du sport. Il est arbitre. Voilà. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent aussi dire ce qu'est votre enfant et sur lequel il peut valoriser. Il a une attestation en langue, par exemple TOEFL que je connais. Il a un BAFA. Cette rubrique, elle sert à ça. C'est vraiment uniquement du plus. Et encore une fois, elle est facultative. La fiche à venir, renseignée par le lycée. Alors, qu'est-ce que c'est la fiche à venir? Il y a parfois un peu de mystère autour de la fiche à venir et je voudrais précisément dire ce que c'est. Alors, la fiche à venir, elle a 3 types de rubriques. Donc elle est renseignée par votre lycée au terme du 2e conseil de classe et elle va être renseignée par les professeurs et le proviseur avec bienveillance. Ce n'est pas un jugement, c'est un accompagnement de la démarche du lycéen. Première chose, on retrouve toutes les notes, 1er et 2e trimestre, voire 1er semestre dans certains lycées, plus les appréciations des professeurs. Voilà. Deuxième chose, on retrouve une appréciation sur des compétences transversales qui sont celles de votre professeur principal sur la capacité de travail, l'autonomie de l'élève, son sens de l'engagement. Troisième élément, c'est une appréciation du proviseur lui-même de l'établissement sur chaque vœu. Pourquoi sur chaque vœu? Parce qu'évidemment, ce n'est pas la même réalité. Il va apprécier votre capacité, la capacité de votre enfant à réussir, la cohérence de son projet. Et pour certains, il peut y avoir une très grande cohérence et une très grande capacité à réussir. Pour d'autres, ça ne doit pas être le cas. En fait, la fiche à venir, c'est aussi une courroie de transmission entre le lycée, l'appréciation que porte l'équipe éducative du lycée et l'information qu'elle donne aux formations d'enseignement supérieur. Le deuxième élément de la fiche à venir, donc j'ai dit qu'il y avait les notes, mais il y a aussi, nous afficherons donc les moyennes, l'appréciation, et aussi la position de l'élève, le rang. Je sais que tout à l'heure, vous avez abordé cette question-là. Le rang par groupe, parce qu'évidemment, avec la réforme du lycée, enfin, je vais dire, nous avons connu les classes, c'était le seul environnement connu, c'était la classe. Maintenant, avec la réforme du lycée, la notion de groupe est différente, puisqu'on peut avoir des groupes d'enseignement de spécialité. Eh bien, le rang, il sera calculé à partir de ces éléments-là. Alors, je le dis aussi, il y a certaines formations qui vont s'intéresser à la place du rang de l'élève dans son groupe, qui lui permet d'objectiver la situation de l'élève. D'autres formations ne sont pas intéressées par cet élément et ne le prennent pas en compte. Il n'y a pas de données définitives. Est-ce que vous pourrez voir cette fiche à venir? C'est important. La fiche à venir avec la totalité des appréciations, elle sera disponible le 2 avril. Mais dès la fin du mois de mars,
je vous enverrai un message. Donc, si vous avez renseigné vos coordonnées, vous aurez vous-même ce message et pas uniquement votre enfant. Vous renverrez votre message en vous disant, voilà, les éléments de la fiche à venir, notamment les notes, le rang, ont été renseignés et vous pourrez vérifier vous-même dans le dossier Parcoursup. Il est possible qu'il puisse y avoir une erreur. À ce moment-là, c'est à vous à le signaler au professeur, à la scolarité, de manière à ce qu'il puisse corriger. Et si nous l'ouvrons à votre visibilité, c'est précisément pour corriger des petites erreurs qui peuvent arriver. Je ne retrouve pas les notes que j'avais dans mon bulletin. Voilà, c'est l'occasion de le corriger. Dernier point d'information avant d'être sur les notes, c'était aussi des informations sur des parcours spécifiques. Je sais que j'ai chaque année des questions sur ce point-là. Votre enfant est dans une section européenne, une section internationale ou une section BIBAC, cette information sera dans son dossier, sera prise en compte dans son dossier et transmise aux établissements d'enseignement supérieur. Votre enfant participe à une cordée de la réussite, nous le saurons et lui sera demandé, est-ce que tu souhaites porter cette information à la connaissance des établissements d'enseignement supérieur? Votre enfant est un sportif de haut niveau. J'espère qu'il y en aura de plus en plus jusqu'à Paris 2024. Cette information, il peut la renseigner. Il peut la renseigner dans Parcoursup de manière à ce que ça soit pris en compte dans son dossier et dans l'examen de ses vœux. Et nous faisons un petit contrôle, parce que ça, c'est comme ça, je vous dis, on est passé du déclaratif sur les sportifs de haut niveau à des contrôles avec les listes de sportifs de haut niveau du ministère des Sports. J'ai perdu un tiers de sportifs de haut niveau à l'occasion du passage du déclaratif au système contrôlé, mais je pense que chacun s'est toujours vu plus sportif qu'il n'est. Donc, vous voyez, Parcoursup, c'est le reflet aussi de la vie sociale et de la réalité. Mais on fait des petits contrôles pour nous en assurer. Alors, dernier élément, ce qui est à droite, la question des bulletins scolaires, et ça permet de reprendre ce que nous avons dit juste avant, mais au moins d'en être sûr. Nous prenons les notes de l'année de première, bulletins scolaires et les notes des épreuves anticipées de français pour les lycéens généraux et technologiques. Et puis pour l'année de terminale, nous prenons les bulletins scolaires, premier et deuxième trimestre ou premier semestre. Et bien sûr, pour les lycéens généraux et technologiques, les épreuves écrites de spécialité qui ont été reportées en raison de la crise sanitaire ne seront pas dans le dossier. Nous garderons les éléments du contrôle continu, mais c'est à partir des éléments du contrôle continu que les formations d'enseignement supérieur apprécieront l'engagement, le travail de vos enfants dans ces enseignements de spécialité. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent à l'occasion Alors, petite précision, forcément sur la lettre de motivation, oui. Faut-il faire des lettres de motivation uniques pour chaque formation ou est-ce que j'écris quelque chose d'un peu bateau et je le donne à tout le monde? Alors, là aussi, du bon sens, parce que finalement, c'est que ça. Les responsables de formation de l'enseignement supérieur, ils sont des adultes comme vous et moi, ils vont reconnaître en 3 secondes, quand c'est les parents qui ont rédigé la lettre de motivation, ils vont reconnaître en 3 secondes et demie celle qui a été pompée sur Wikipédia, parce que moi aussi, voilà, ça n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est une lettre personnelle qui traduit la manifestation de l'élève et son propre travail personnel. Oui, j'ai rencontré des professionnels qui m'ont permis de m'éclairer. Oui, ce projet-là, je le souhaite faire depuis longtemps. J'ai fait un stage en 3e qui m'a aussi confirmé. C'était exactement ça qui m'intéressait. C'est des éléments très concrets. Et cette formation, alors, il y a des formations qui vont y porter un intérêt très grand et puis il y en a d'autres peut-être un peu moins. Ça, c'est aussi leur liberté de choix et leur liberté d'appréciation. Ça n'enlève en rien le fait que cet exercice soit important aussi pour que l'élève puisse se rendre compte. Et évidemment, si je suis intéressé par un BTS d'informatique, j'ai une motivation particulière. Si en même temps je fais un autre vœu pour une licence de santé, ça ne peut pas être la même motivation. Je pense que chacun le comprend. Si c'était le même texte bateau que j'utilise, en gros, vous êtes juste en train de dire qu'il n'y a rien vraiment qui vous intéresse. Je vous écoute s'il y a d'autres questions. Donc, sur la lettre de motivation, on a vu un petit peu. Fiche à venir, qui l'a rempli la fiche à venir? Est-ce que c'est bien le lycée? Est-ce que c'est nous qui remplissons les notes? Comment là, ça se passe un petit peu de façon très concrète? Alors, de manière très concrète, la fiche à venir, elle est alimentée, pour ce qui concerne les notes,
par les éditeurs, les logiciels Pronote, pour ne pas le citer par exemple, où il y a beaucoup d'établissements sans doute, mais il y a aussi Charlemagne, je crois, sur certains lycées qui est utilisé et qui remonte les notes automatiquement vers Parcoursup. Les professeurs renseignent à partir de Pronote, de Charlemagne, les éléments qui vont être pris en compte dans la fiche à venir. Et puis, il y a le professeur principal qui, lui, va renseigner sur des compétences transversales, votre autonomie, votre capacité de travail, et le proviseur personnellement qui va porter une appréciation sur chaque vœu. Il y a une fiche à venir pour chaque vœu, et donc il y a des éléments qui sont remontés automatiquement, puis il y a d'autres éléments qui vous c'est le travail du professeur principal, le travail du proviseur, de porter une appréciation, généralement à l'issue du conseil de classe. Et encore une fois, je voudrais rassurer tout le monde, il n'y a pas de surprise dans la fiche à venir. Ce sont des éléments que les lycéens connaissent, puisque ce sont des éléments d'appréciation qu'ont pu déjà leur communiquer les professeurs ou le proviseur. Et cette fiche à venir, elle sera intégralement disponible en visibilité à partir du 2 juin. Pourquoi on ne le fait pas avant? Parce que j'allais dire, je connais la nature humaine, et que, évidemment, si les professeurs devaient rédiger leur appréciation ou le proviseur sous le regard insistant des parents, vous voyez à peu près à quel type de dérive on pourrait arriver. Je vais redonner aussi un élément pour dire à quel point la fiche à venir, c'est aussi un élément d'égalité des chances. Quand on fait la fiche à venir, on permet aux professeurs, on permet aux proviseurs de se positionner à travers ce document unique. Et nous l'avons fait pour ne pas qu'il y ait dans Parcoursup des lettres de recommandation. Parce que vous voyez à peu près l'inflation qu'on pourrait avoir sur les lettres de recommandation. Tout le monde n'est pas en capacité d'en avoir. Et puis, certains établissements diraient il m'en faut 2, puis les autres 3, puis les autres 4, puis les autres 5, et vous passez votre vie à demander des lettres de recommandation. Ça n'a pas de sens. Donc la fiche à venir, elle remplace tout ça à travers un élément rempli par les professeurs et l'équipe éducative de votre lycée. On est bon? Super. Oui, on est bon. 2 petites questions simplement là, un petit peu plus générales sur Parcoursup. Imaginons que voilà, moi je n'ai pas trouvé mon bonheur dans Parcoursup, mais par contre j'ai trouvé mon bonheur hors Parcoursup. Est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que je suis obligée de m'inscrire sur Parcoursup ou pas? Alors, l'enseignement supérieur n'est pas obligatoire. Hein. Enfin, vous avez le droit d'avoir une autre vie, voilà, c'est peut-être très bien, je ne sais pas, je ne porte pas de jugement. Évidemment, il y a des formations hors Parcoursup, mais il y a aussi des formations à l'étranger qui ne sont pas sur Parcoursup. Moi, mon conseil, le conseil que je vous formule, c'est on n'est jamais sûr du projet peut-être qu'on va avoir dans 5-6 mois. Donc, ça ne vous coûte rien d'aller sur Parcoursup et de formuler des vœux. Si le projet hors de Parcoursup se concrétise, votre enfant part à faire des études à l'étranger, votre enfant trouve une formation hors de Parcoursup, et bien à ce moment-là, il se désinscrit de Parcoursup pour laisser les places, puisque ça ne l'intéresse plus, il a des places ailleurs. Mais le petit conseil, posez-vous bien la question, est-ce que le projet que vous avez hors de Parcoursup, il est certain? Si vous estimez qu'il n'est pas complètement certain, ma préoccupation, c'est d'aller sur Parcoursup. Et d'ailleurs, vous voyez, moi, sans doute que la question que vous posez là, votre professeur principal vous le posera. C'est-à-dire que moi, comme je signale aux professeurs principaux les élèves qui n'ont pas du tout fait de vœux ou qui ne se sont pas inscrits dans la classe, ben, il vous sollicitera pour que vous puissiez dire ben, c'est parce que j'ai vraiment autre chose. Vous ne viennez pas leur dire ensuite ah ben oui, mais vous ne m'avez pas informé ou pas prévenu. Vous voyez, c'est aussi toujours il faut revenir au lycée. Hein, là où vous avez l'accompagnement avec des professionnels. Et puis, je le dis toujours, les professeurs, les psychologues de l'éducation nationale, ils ont 4 années d'expérience de Parcoursup et nous avons fait en sorte de garder des éléments de stabilité qui leur permet quand même de répondre à beaucoup des questions qu'ils ont vu déjà se poser à travers les générations qui ont précédé votre enfant. Et puis là, une petite dernière question, parce que je pense qu'on atteint quasiment la fin de notre intervention. Un petit point sur les jeunes qui vont passer les concours, donc ils vont passer d'abord les écrits. Je crois qu'il y a une petite nouveauté cette année sur Parcoursup concernant l'admissibilité et l'admission. Oui, alors il y a une chose importante, c'est nous permettons, on avait été... certains parents ou enfants avaient été, déçus ou en tout cas de ne pas être informés quand on n'est pas admissible à un concours et qu'on n'a pas droit d'accéder à la 2e étape, par exemple un oral.
eh bien, nous avons fait en sorte avec les formations qu'elles puissent notifier une lettre quand on n'est pas admissible, de sorte que vous ayez l'information et que ce ne soit pas le silence finalement qui traduise le fait que vous n'êtes pas convoqué et vous n'avez pas eu cette information. Donc c'est aussi pour ça que nous invitons aussi, je le redis pour les concours parce que c'est un point important. Moi, j'ai souvent des responsables de concours qui m'ont dit « Ah, on a fait les convocations auprès des enfants et ils ne sont pas venus, ils ont oublié la date. » Donc, quand vous mettez aussi vos renseignements de coordonnées, nous l'avons dit aux formations, vous pouvez les utiliser, ces informations, lorsque c'est utile pour prévenir aussi les parents. Voilà les dates des concours, de manière à ce que tout le monde se sente sécurisé. Vous faites bien de montrer cette diapo-là, elle est importante. Vous n'êtes pas seul sur Parcoursup. Il y a un numéro vert qui est ouvert depuis le 20 janvier. Vous voyez le numéro s'afficher. Il est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h. Et dans les moments importants, avant le 29 mars, avant le 7 avril, on aura des plages d'ouverture plus larges, parfois même le samedi ou le dimanche. On vous informera. Il y a la messagerie Contact. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà fréquenté la messagerie Contact. Elle permet de répondre. Ce sont plus de 250 000 réponses que nous apportons chaque année via la messagerie Contact. Et puis les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de Parcoursup et recevoir des conseils. Vraiment, c'est un conseil. Là aussi, ça ne vous coûte rien. Mais nous diffusons beaucoup d'informations et nous répondons à des questions que posent évidemment les lycéens sur les réseaux sociaux ou leurs parents. Donc voilà, l'information, elle est importante, mais on essaye au maximum de vous la donner. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir laisser la parole à Catherine. Un dernier petit point, il y a bien sûr beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre, mais qui concernent plutôt la phase après le 2 juin. Hein. Donc, on a gardé toutes ces questions-là qu'on fera remonter bien évidemment à M. Teilhard avant notre webinaire du 10 mai, qui va par contre, celui-là, vraiment se concentrer sur la période de réponse des vœux. Donc, on n'a pas du tout fait ça, mais vraiment là, je crois qu'il faut qu'on se concentre sur cette période-là. Merci beaucoup et puis je laisse la parole à Catherine. Merci beaucoup Violaine, merci beaucoup Monsieur Teilhard. C'était comme d'habitude toujours très riche en informations. Donc on a bien vu qu'il y avait des dates, qu'il ne fallait pas les louper. C'est important de suivre le calendrier de Parcoursup. Nous avons aussi bien compris, je crois, ce soir, et si on faisait une interrogation écrite, tout le monde devrait être incollable sur les vœux et les sous-vœux. Donc ça, je pense que ça a été bien compris, mais au cas où on renvoie aux petites vidéos qui sont sur Parcoursup et qui peuvent expliquer. Et puis, vous avez fait ce focus sur le handicap qui était très important pour les uns et les autres. Permettez-moi de vous rappeler, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur le chat concernant les services information conseil aux familles. J'étais peut-être un petit peu vite dans l'introduction. Sachez que ces services ICF sont disponibles dans les appels départementaux et les appels académiques. Ce sont des services gratuits qui sont portés par l'appel. Vous avez donc des personnes, soit des élus, soit des salariés qui sont en poste et qui accompagnent les familles sur toutes les questions liées à l'orientation, ainsi que les questions liées à l'école inclusive. Et donc, ça me permet de dire que le service ICF de l'appel national a aussi des salariés qui sont à votre disposition. Et c'est pour ça que je vais remercier tout particulièrement Isabelle Bounier-Coulin, la responsable de ce service. Donc, c'est elle qui anime une équipe composée d'Hélène Sourdel, de Zora Chabi, de Stéphanie Bouvier et d'Anne Jousselin. Donc, cette équipe de dames hyper dynamique anime le service information conseil aux familles positionné au niveau de l'appel national. Je remercie les élus qui m'ont accompagné ce soir. Donc, Violaine, bien, merci beaucoup, Violaine. Merci à Christian Josse et à Hélène Lobignac qui étaient là, qu'on n'a pas vu, mais ils ont beaucoup œuvré en back-office parce que vous n'imaginez pas la petite machine en back-office pour pouvoir produire tout cela ce soir. Et puis, merci à Gilles Demarquet qui nous a rejoints. Je voudrais donc rappeler que Parcoursup, c'est pour les élèves de terminale. Donc, c'est bien tous ceux qui sont en terminale qui doivent rentrer dessus pour pouvoir remplir leurs vœux pour faire des études de post-baccalauréat. Donc, les parents de seconde et terminale, soyez patients, vous y arriverez doucement mais sûrement. L'avantage que vous avez par rapport aux autres, c'est que si vous étiez connectés ce soir, au moins, vous avez déjà l'information et vous pourrez aller découvrir la plateforme, mais les élèves attendront d'être en terminale pour y être.
Donc, on a rappelé les heures de fermeture de la plateforme pour les parents outre-mer qui sont connectés. Donc, on a dit 23 heures en métropole, ça fait 18 heures à la Guadeloupe et à la Martinique et 19 heures à la Guyane. Et si par hasard il y avait des Réunionnais connectés, ce que je ne sais pas du tout, pour eux, c'est 2 heures du matin le lendemain, le vendredi. Donc, il faut faire attention donc, à ces décalages horaires. C'est toujours très important dans les Outre-mer d'y faire attention. Donc, merci à tous. Vraiment, rendez-vous donc le 10 mai. Violaine l'a dit tout à l'heure. On aura le plaisir de vous retrouver, Monsieur Théa, avec, je n'en doute pas, une liste de questions toujours aussi nombreuses. Merci à tous. N'oubliez pas la foire aux questions Parcoursup et les petites vidéos qui sont très bien faites. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous.